À tombeau ouvert de Martin Scorsese, son titre original est Bringing Out the Dead, date de 1990. Il raconte l'histoire d'un ambulancier secouriste à New York qui s'épuise et qui fait une dépression car cela fait 1 an qu'il n'arrive plus à secourir et à sauver aucune des personnes pour lesquelles il est appelé dans les rues de New York. Il va néanmoins faire la rencontre de Marie, la fille d'un patient qu'il va réanimer. Et c'est cette rencontre qui, à la fin du film, va lui permettre de se réconcilier avec son métier de soignant. Le cœur du film réside donc dans cette mise en scène de la souffrance. D'un côté, Frank est tellement épuisé qu'il commence à ressentir son travail de soignant comme un simple jeu, cynique, vidé de sens, déshumanisé. Et en même temps, à chaque coin de rue, à chaque rencontre avec un patient, il est rappelé, il est ramené au sens humain, quasi religieux, métaphysique, en tout cas éthique du métier de soigner. Il est donc tiraillé entre son engagement éthique qui est profond, qui est authentique, et l'incapacité à mettre en œuvre cet engagement. Hein, qu'est-ce que c'est? On a une urgence, une hémorragie, angle 44e et 8e. Sauver la vie de quelqu'un, c'est comme tomber amoureux. Comme si on sauvait aussi sa propre vie. Mais s'attribuer le mérite quand tout va bien, ça marche pas dans l'autre sens. Tu prends les choses trop au sérieux. On dirait que t'as pris 10 ans depuis la dernière fois qu'on a fait équipe ensemble. Allez, allez, Franck, ça pisse le sang partout dans les rues, on va s'éclater. Le quartier où j'ai grandi, c'est là où j'ai tourné le plus avec mon ambulance. T'as juré que tu me virerais si j'étais encore en retard, t'as juré. Je te virerai demain. Crève! 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 Tout le monde dans cet hôpital est cinglé. C'est ridicule. Ne m'obligez pas à retirer mes lunettes. Allez, Franck, faut se tenir au programme. Ouais! Je crois que le pire est derrière nous. Oh non, petit, ça peut toujours empirer. Nicolas Cage. Dans un film de Martin Scorsese, le réalisateur de Taxi Driver et des Affranchis. À tombeau ouvert. Franck! Hein? Ça va, toi? Je me suis jamais senti mieux. Et toi? Super. Ok. Bernard Granger, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Paris et je dirige l'unité de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Cochin. Bernard Granger, vous avez vu À tombeau ouvert de Martin Scorsese, un film de 1999. Merci d'avoir accepté de participer à ces capsules vidéo de formation à l'éthique du soin. Alors, première question, quels aspects des pratiques et des relations de soins ce film à tombeau ouvert évoque-t-il pour vous de la manière la plus sensible ou la plus pertinente? Il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est le rôle que joue le personnage principal ainsi que ses collègues, c'est-à-dire ce n'est pas un rôle d'ambulancier comme on le conçoit chez nous. C'est un rôle plutôt de pratique avancée, si je puis dire, puisqu'il donne les premiers soins avec intubation, des soins que ne font pas les ambulanciers dans notre pays. Donc on voit tout de suite une grande différence avec une implication de l'ambulancier, entre guillemets, dans les interventions qu'ils font. Ce n'est pas uniquement un travail de conduite. L'autre élément qui m'a frappé, c'est le service des urgences. Ça rappelle d'autres films où on voit l'engorgement des urgences, les difficultés, les tensions qu'il y a au sein des urgences et ce phénomène qu'on connaît bien, là par contre, de personnes qui reviennent sans arrêt et puis de la pagaille apparente et puis la nécessité de faire très vite, de faire au mieux, de courir dans tous les sens et avec cette image
là aussi qui n'est pas que cinématographique, de patients sur des brancards dans le couloir. Alors ce qu'on peut constater chez le personnage principal, Franck, c'est qu'il est dans un état de désespoir, presque de désespoir acquis, parce que chaque fois qu'il essaie de sauver quelqu'un, il n'y arrive pas. Je crois qu'à un moment du film, il dit « ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai vu sauver personne ». Donc il y a cette problématique qui est celle des soignants en général, mais qui est particulièrement aiguë et constante dans ce métier-là, c'est-à-dire on est là pour sauver des gens qui sont en train de mourir, qui sont déjà morts, puisque la scène initiale, enfin non, il n'est pas déjà mort, mais on a l'impression qu'il est déjà mort. Donc cette problématique est quand même très spécifique à certains métiers, expose à des problématiques psychiques particulières. Ce n'est pas la même chose pour un dermatologue, par exemple, ou un diabétologue. Il n'y a pas ce côté aigu de la mort qui tient qu'à un fil et qu'on peut éviter si on intervient à temps, si on fait les bons gestes. L'autre point, c'est le désespoir, mais aussi c'est l'épuisement. On y viendra avec la question du burn-out, parce que c'est évidemment ça qui vient à l'esprit. En français, on parle d'épuisement professionnel. On voit bien qu'il est à bout et il veut même arrêter de faire ce métier, mais chaque fois, son employeur retrouve les arguments pour qu'il continue. Et ça ne fait qu'aggraver son épuisement avec la complication des addictions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a été écrit d'après un livre autobiographique, donc de quelqu'un qui a exercé ce métier. Donc c'est pour ça qu'il est très pertinent au plan psychologique, clinique. Mais en même temps, il y a l'arrière-plan très, je dirais, métaphysique, religieux, qu'on retrouve dans beaucoup de films de Scorsese, mais il y a un aspect quasi christique chez ce personnage, ou en tout cas, il y a les jours de la fin de la Semaine Sainte. Enfin, on voit que c'est une parabole aussi sur la mort et la résurrection. Cette souffrance de Franck est d'autant plus grande qu'il est au contact physique des corps et des personnes qui sont en train de mourir. Comme un cow-boy ou comme un mafieux, il est aux prises avec le corps d'autrui. Et c'est pour ça que le film est émotionnellement si fort. C'est parce que Franck est directement aux prises avec la mort en train d'arriver. Il est désarmé face à elle. À tombeau ouvert porte sur l'envers du soin. L'envers au sens de l'envers du décor du soin, c'est-à-dire qu'il nous plonge dans l'intériorité d'un soignant, l'enfer psychique vécu par un soignant qui, après s'être senti tout-puissant, s'être senti investi d'une mission religieuse de sauver les personnes qu'il croise sur son chemin, se sent désormais impuissant et en échec. De fait, c'est un film qui nous introduit au problème de l'implication, de l'engagement personnel du soignant dans la relation de soins. C'est un film qui nous introduit à la question de l'équilibre de la personne du soignant. L'équilibre entre l'implication, l'engagement de toute la personne du soignant, de ses émotions, de ses valeurs, de son existence même autour de son métier de soin et qui va lui permettre de donner un bon soin, d'être complètement à ce qu'il fait, présent à l'autre, et puis de l'autre côté, la juste distance qu'il doit garder pour ne pas se laisser absorber, épuiser, engloutir par la difficulté et la réalité du travail de soin. Le film nous introduit dans la complexité et l'ambivalence des sentiments des soignants. D'un côté, un sentiment de toute puissance,
particulièrement quand on est urgentiste ou réanimateur et que l'on ramène à la vie des patients, un sentiment de réussite, d'accomplissement personnel, un sentiment d'utilité sociale. Et de l'autre, quand on n'arrive pas à soigner des patients, particulièrement des patients auxquels on tenait, que l'on a connus, le sentiment d'échec, d'impuissance face à la mort. D'autres sentiments sont présents dans le film. Un sentiment d'absurdité lorsque l'on ressent que l'on est impliqué, que l'on est fatigué par son travail et que, par exemple, les patients peuvent eux-mêmes nuire à leur santé, voire porter atteinte à leur propre vie par certains comportements, comme des comportements d'addiction ou par le fait de ne pas être compliants, de ne pas prendre leurs médicaments, ou même d'attenter à leur propre vie. Le film montre aussi le sentiment d'injustice que peuvent ressentir certains soignants impliqués dans leur travail, faisant le bien, faisant le mieux et sauvant des patients qui, à leur tour, peuvent être auteurs de délits ou de crimes ou d'agressions et donc, eux, produire le mal dans la société. Alors justement, ce personnage qui est désespéré, épuisé, est-ce qu'il ne pâtit pas, au sens fort d'une passion, est-ce qu'il ne pâtit pas de la confusion entre sa mission de soignant et effectivement une mission presque surhumaine ou de salut qu'il rechercherait à la fois pour ses patients et pour lui-même. Et voilà, n'y a-t-il pas quelque chose dans sa manière d'exercer son métier qui est excessive, qui est démesurée, qui exprime une mission qui le dépasse et en même temps qui l'absorbe et qui le consume? Oui, c'est en effet exactement l'impression que donne le personnage, mais on sait aussi que c'est dans ces situations-là que le risque de burn-out est particulièrement élevé parce qu'il y a un idéal du métier, de la mission, et puis il y a la réalité, et quand il y a un écart trop grand, ou quand la personne prend conscience que finalement cet idéal n'est pas atteint, ou se sent impuissant à remplir sa mission, c'est là où la souffrance psychologique et le burn-out peut se manifester. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de recul par rapport à son travail est beaucoup moins à risque de burn-out. Il a le risque d'être considéré comme froid et pas assez engagé. Il y a un juste équilibre à tenir. Mais là, l'engagement est total. C'est que, on disait tout à l'heure, c'est comme une mission quasi divine qu'il s'impose. Et évidemment, la triste réalité ne correspond pas vraiment à ça. Et il y a une obsession même et des quasi-hallucinations des personnes qu'il n'a pas pu sauver, ou d'une personne qu'il n'a pas pu sauver. Donc là, on sent qu'il y a une blessure, un échec qui a été particulièrement mal vécu. Par conséquent, À tombeau ouvert ouvre sur des questions métaphysiques et morales. D'où vient le mal? D'où vient la souffrance humaine? Comment le soignant peut-il se positionner par rapport à elle? Doit-il se sentir coupable quand il n'arrive pas à la soulager? Franck vit sa compassion pour la souffrance d'autrui de manière intense, mais aussi démesurée, excessive. La compassion, se souffrir avec, devient une véritable passion chez lui, une passion au sens christique du terme. Il se sent sacrifié à l'autel des patients. Scorsese, d'ailleurs, le filme toujours dans un halo de lumière blanche, telle la figure du Christ. Et sa rédemption, en quelque sorte, à la fin du film, va venir d'une femme qui s'appelle Marie. Néanmoins, cette rencontre, justement, nous apprend que confondre son métier de soignant avec une mission surnaturelle, surhumaine, n'est pas tenable. La rencontre avec Marie, la fille d'un patient que Franck a réussi à sauver, les mots qu'ils peuvent mettre autour de cette souffrance et de cette histoire familiale difficile, cela permet à Franck
de cesser d'idéaliser son rôle de soignant, de cesser de confondre son métier de soignant avec une mission surhumaine, divine, surnaturelle. Mettre en mots sa propre souffrance, échanger avec Marie, lui permet de comprendre que son métier de soignant est d'être un témoin de la misère sociale et humaine sans pour autant être un sauveur, et que, à sa modeste place, il peut être un acteur du soin. À défaut de pouvoir ressusciter les morts, Franck comprend qu'il peut, au moins, tenter de soigner les vivants, et c'est à ce moment-là qu'il peut chasser les fantômes des personnes qu'il n'a pas pu sauver. Alors, précisément, peut-être pouvons-nous définir de manière un peu pédagogique ce que c'est que le burn-out. Et puis, vous venez de parler des symptômes dont font partie les hallucinations. Peut-être pouvez-vous décrire quelques-uns des symptômes du burn-out? Alors, les hallucinations ne font pas partie du syndrome de burn-out. Ouais. C'est vraiment la façon de filmer, peut-être pour figurer aussi la culpabilité du personnage. Mais ce qu'il faut, déjà, il y a le terme de burn-out, ça veut dire cramer. Et la personne, le médecin qui a décrit le burn-out, Freudenberger, qui a décrit ça en 1975, donc c'est quelque chose d'assez récent, a utilisé un terme qu'utilisaient les toxicomanes. Il lui-même s'occupait de toxicomanes. Et les toxicomanes, quand ils sont épuisés, disent « je suis cramé ». Mais lui-même, ce médecin, un matin, n'a pas pu se lever, il était épuisé. Et il s'est dit, finalement, ce que je vis, c'est aussi un burn-out. Et donc, il s'occupait de toxicomanes, ce qui est particulièrement difficile. Et après lui, on a essayé d'écrire de façon, je dirais, plus scientifique, plus méthodique ce que c'est qu'un burn-out. Alors il y a plusieurs types de symptômes. Il y a des symptômes physiques, la fatigue, l'épuisement, les difficultés cognitives. Il y a des symptômes psychologiques avec parfois la perte de l'idéal et des éléments de cynisme qui interviennent. L'irritabilité, la fatigue psychologique, il y a la fatigue physique, mais aussi il y a une fatigue psychique. Et puis il y a parfois des éléments de dépersonnalisation. Donc ce sont ça, sont les trois grands syndromes. Il y a tout un débat autour du burn-out parce qu'il y a des questionnaires qui sont utilisés mais qui n'ont pas une valeur absolue parce que d'abord il y a des degrés, il y a ce qu'on appelle le pré-burn-out et certains disent que en fait c'est une dépression centrée sur le travail. Et il y a tout un débat aussi pour la reconnaissance comme maladie professionnelle. Parce que le burn-out, par définition, c'est lié à l'exercice d'une profession. Mais si on le reconnaît comme maladie professionnelle, vu l'épidémiologie de ces difficultés-là, qui sont liées pas uniquement d'ailleurs à une fragilité personnelle, loin de là, c'est lié aussi à l'organisation du travail, à la charge de travail, et bien donc, si on reconnaît ça comme maladie professionnelle, on va ruiner tous les employeurs parce qu'ils ne pourront pas indemniser tous leurs employés qui sont en souffrance. Alors que, quand c'est intense, c'est une maladie, j'utilise le mot maladie pour le coup, très invalidante. Admettons que ce soit un état dépressif centré sur le travail, qui est peut-être une façon un peu trop simple de résumer les choses, mais qui correspond à une certaine réalité malgré tout. Ça veut dire des mois et des mois d'arrêt de travail, ça veut dire une reconstruction psychologique, ça veut dire un traitement antidépresseur, anxiolytique, et puis après surtout préparer la reprise du travail, sachant qu'inévitablement les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc il y a toute une négociation ou des changements plus ou moins profonds à obtenir pour que le
le rétablissement puisse se faire dans de bonnes conditions. Certains auteurs restreignent justement la définition du burn-out à une maladie liée à l'aide, à la relation et à la profession d'aide, de soins, d'accompagnement des personnes malades ou âgées ou dépendantes. Est-ce que là, vous avez proposé une définition plus large d'une dépression, d'une maladie liée au travail? Est-ce qu'il y a des éléments tout de même qui vont vers cette idée que le burn-out a quelque chose à voir avec la relation de soins et son altération? Oui, alors d'une part, celui qui a créé le concept était lui-même un médecin et un soignant. On s'est aperçu, malgré tout, qu'on pouvait appliquer ce même cadre clinique à d'autres situations professionnelles que les situations soignantes. Malgré tout, les professions soignantes sont beaucoup plus exposées que les autres. J'aime bien cette citation d'Hippocrate: le médecin voit des choses horribles, touche des choses répugnantes et récolte à l'occasion des maux d'autrui des chagrins personnels. Non, Hippocrate, qui avait très bien saisi la difficulté psychologique pour quelqu'un qui s'occupe de personnes qui souffrent, et donc les maux qui peuvent en résulter. Et c'est vrai que les professions soignantes sont très exposées parce qu'elles voient la souffrance, la douleur, la mort de façon beaucoup plus proche qu'un employé qui est derrière son tableau Excel. Il n'empêche que même la personne qui est derrière son tableau Excel peut avoir un burn-out. D'abord parce qu'il peut ne pas trouver de sens à son travail ou être en décalage avec ce qu'il en attendait. Et puis surtout la charge de travail. La personne qui va travailler de 8h le matin à minuit le soir, et il y en a, elle ne va pas tenir bien longtemps. Elle va prendre des toxiques. Bon, enfin bref, au bout d'un moment, là aussi, le moteur sera cramé. À tombeau ouvert montre l'envers du soin, au sens aussi où il montre comment le soin peut se renverser, s'inverser, se commuer en son contraire, à savoir la violence. Devant ces sentiments d'impuissance et d'échec, le soignant peut sombrer dans un déni de la souffrance de la personne soignée, dans l'indifférence, dans l'évitement, voire même dans des comportements violents de stigmatisation, de dénigrement, voire dans des actes cruels qui portent atteinte au corps d'autrui. C'est ce que l'on voit dans le film avec les ambulanciers qui entourent Franck. Le film pose donc la question du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel qui est en particulier propre aux soignants, aux professionnels de santé. Le burn-out, c'est cet épuisement de la relation d'aide à l'autre, cette impossibilité d'être attentif à l'autre, à ses besoins, à sa souffrance, cette impossibilité d'être présent à autrui. Le burn-out va donc notamment se caractériser par une fatigue physique et psychique, mais aussi par une déshumanisation de la relation à autrui, par le fait de réduire autrui à une chose, de pouvoir être cynique devant la souffrance d'autrui, d'être dans des automatismes, c'est-à-dire que les gestes techniques ne sont plus habités par l'attention et par la sollicitude. Le burn-out peut aussi se caractériser par le fait d'éprouver la souffrance d'autrui et de l'éprouver tellement fort que l'on va essayer de la maîtriser, par exemple en donnant la mort à autrui ou au contraire en se donnant à soi la mort. Ainsi, on le voit, le personnage principal, Franck, de nuit en nuit, est hanté par le souvenir des personnes qu'il n'a pas pu sauver. Il a des hallucinations, ces personnes reviennent à lui comme des fantômes. Ce qui est ici en cause, c'est le fait de ne pas pouvoir parler de ses morts dans une équipe, dans un débriefing avec des collègues, d'être tellement sollicité dans un rythme de travail rapide
qu'il ne peut pas ritualiser ses morts, les parler, les penser de manière accompagnée avec ses collègues. Mais précisément, dans la médecine d'aujourd'hui, dans l'organisation des soins, on pense immédiatement à l'hôpital, mais il peut y avoir aussi d'autres établissements comme les EHPAD ou des établissements de long séjour. Est-ce que les conditions actuelles de travail font signe vers une augmentation des facteurs de burn-out selon vous? Et quelles seraient éventuellement, selon votre analyse, les dispositions à prendre pour y remédier? Alors je vous répondrai sur deux plans. Il y a le premier plan qui est la difficulté actuelle du travail soignant parce que pour des raisons budgétaires, on diminue le nombre de personnel, donc il y a beaucoup plus de choses à faire. On insiste beaucoup sur les objectifs d'actes à atteindre et donc il y a une pression qui évidemment favorise le burn-out. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que la tolérance à ces difficultés a baissé. J'interroge actuellement, pour un travail de recherche historique, des médecins qui ont connu l'assistance publique dans les années 40, 50, qui ont fait leurs études à ce moment-là, qui ont été internes, étudiants, même en première année, on allait déjà à l'hôpital, ce qu'ils décrivent en termes de charge de travail et de spectacle qu'ils avaient sous les yeux serait totalement intolérable aujourd'hui. Donc il y avait aussi je dirais, un engagement qui était beaucoup plus fort peut-être qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas cette recherche d'équilibre avec la vie professionnelle, il y avait un sens du sacrifice. Mais il y avait aussi une ambiance de travail qui n'était pas la même. Et puis un état d'esprit qui n'est pas celui d'aujourd'hui, où une fois de plus, sans les données économiques, combien on a fait d'actes pour que le service ne soit pas amputé de personnel. Enfin, je trouve que la configuration dans laquelle on est très différente et peut expliquer aussi cette perte de sens et finalement ne pas porter les gens à s'engager autant. Il y a encore une enquête toute récente portant sur les internes qui là aussi montre qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ce qui leur est demandé et à l'état de l'hôpital public actuel. Alors que quand vous interrogez des gens qui ont été internes il y a 40 ans ou 50 ans, c'est moins en quantité de travail ou même en heures de travail qu'il y a une différence. Parce qu'ils travaillaient à la limite plus, mais dans une ambiance tout à fait différente. Ils avaient le temps de travailler, ils avaient plus de responsabilités, et puis avec, je dirais, un objectif qui donnait du sens à ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas un objectif de rentabilité. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Très certainement avoir une réflexion sur les conditions de travail, sur la vie au travail. Il y a ce concept d'hôpital magnétique qui est très intéressant et qui en France n'est pas du tout appliqué. En France, on est vraiment dans le management vertical avec la pression qui retombe sur ceux qui sont tout en bas de la chaîne. Alors que l'hôpital magnétique, on a étudié aux États-Unis initialement les hôpitaux où le personnel restait longtemps. Et donc on s'est dit, s'ils gardent le personnel, il faut savoir pourquoi. Et on s'est aperçu qu'il y avait certaines conditions, notamment la participation de tous à l'organisation du travail et la valorisation de ce qui est fait, le travail en équipe, un nombre suffisant de personnel. Et ça, actuellement, c'est un critère qui est loin d'être rempli dans nos hôpitaux publics. Et le management participatif, à de rares exceptions près, n'est jamais mis en œuvre. Donc les pistes, il y en a.
Et encore faut-il avoir la volonté politique de les appliquer. Mais c'est vrai que, pour en revenir à l'état d'aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que les états de burn-out, d'épuisement professionnel, de dépression, d'anxiété sont particulièrement marqués. Ce qui ressort aussi de l'étude sur les hôpitaux magnétiques, de toutes les enquêtes sur la vie professionnelle, c'est la nécessité d'avoir un certain degré d'autonomie. Il y a la reconnaissance, bien sûr, mais il y a aussi l'autonomie. Or, au cours de ces dernières dizaines d'années, la part d'autonomie a été considérablement réduite, avec l'insistance sur des protocoles, sur des contrôles, sur un mode de financement qui est très lié à chaque activité, alors qu'un financement global vous laisse respirer, vous laisse réorganiser les choses sans que vous ayez besoin de rendre des comptes et de faire un budget prévisionnel pour savoir si ça va être rentable ou pas. Et il y a un conflit de valeurs, on a beaucoup insisté là-dessus, sur le conflit de valeurs qu'il peut y avoir entre ce pourquoi on s'est engagé et les conditions réelles de son exercice. Oui, de sorte que le burn-out est une manifestation psychique et clinique, une psychopathologie du travail qui ne peut pas être envoyée seulement à la souffrance individuelle, mais qui doit être pensée et traitée de manière collective, politique et organisationnelle, en fait. Oui, parce que l'organisation est plus ou moins bien traitante. On l'a vu lors du procès France Télécom, c'est l'organisation du travail, l'institution qui a été considérée comme source du harcèlement, ce n'est pas individuel. D'un autre côté, il y a aussi des facteurs individuels qui influent sur le risque de burn-out. Quand l'engagement est beaucoup trop important, quand l'idéalisation est trop importante, quand on ne sait pas freiner à temps et qu'on accepte la charge de travail, il arrive un moment où on plie. Bien, merci beaucoup Bernard Granger. Merci à vous.